7h36 sur la première dans le droit américain, on appelle ça le guilty plea, le plaider coupable. C'est ce qu'a fait hier Crédit Suisse devant la justice américaine. Son tort, avoir conseillé et aidé de riches clients américains à frauder le fisc. L'amende sera de 2,6 milliards de francs suisses. Eh bien, en échange de cette amende, on l'a dit, il n'y aura pas de procès. On va commenter cette information avec vous, Luc Thévenot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le professeur à l'Université de Genève, directeur du Centre de droit bancaire et financier. Merci d'être avec nous jusqu'à 8h. On l'a dit avec Fabrice Gaudiano tout à l'heure, le symbole amende record, ça faisait 20 ans qu'aucune banque en tant qu'entité n'avait accepté de plaider coupable devant la justice américaine. Symbole très fort, tout d'abord. D'abord, ça faisait 10 ans qu'une banque internationale n'avait pas accepté de plaider coupable. Le cas précédent, c'était Crédit Agricole en 2004. Ça fait quand même bien longtemps avant la crise. C'est vrai qu'ici, le symbole est fort, à la fois parce que les autorités pénales américaines ont changé de stratégie. Jusqu'à maintenant, elles se contentaient d'accords pour repousser les poursuites pénales contre un bon comportement et des amendes. Ici, il faut que le Crédit Suisse reconnaisse sa culpabilité. Et évidemment, c'est quelque chose qui est symboliquement fort et puis qui est coûteux au niveau des conséquences financières. Crédit Suisse n'avait pas le choix. On a comparé tout de suite avec 2009, avec l'amende d'UBS, 780 millions. UBS qui n'avait pas plaidé coupable et qui donc n'a rien d'inscrit sur son casier judiciaire, si j'ose dire. Là, franchement, selon vous, Crédit Suisse n'avait pas d'autre issue que de plaider coupable et de payer aussi cher. Sinon, ça aurait été encore bien pire. La grande différence avec UBS, c'est que UBS, d'abord, ça a été la première grande banque attrapée dans la main dans la fraude fiscale américaine. Et deuxièmement, c'est que UBS a dû payer des restitutions pour des montants qu'elle n'avait pas prélevés, mais explicitement, elle n'a pas payé d'amende. On était dans une crise financière. Le département de la justice, en raison des circonstances, a renoncé à prélever une amende. Tandis qu'ici, on est véritablement dans un processus d'amende. On est en dehors de la crise. On sait que Crédit Suisse a des fonds propres solides, qu'elle est à même de faire face à ces paiements. Et donc, il n'y avait pas les mêmes motifs de renoncer à des amendes. Donc, c'est une bonne stratégie de la part de Crédit Suisse? Je ne crois pas que le Crédit Suisse avait beaucoup de choix. Son principal souci, c'était de ne pas se trouver dans cette situation d'incertitude terrible où il y a des charges qui sont élevées, il y aura un procès, ça durera et on n'en connaît pas le résultat. Je crois que dans ce domaine-là, on l'a vu avec toutes les entreprises concernées par des poursuites, si les entreprises arrivent à négocier à la fois ce dont elles se reconnaissent coupables et les conséquences financières et autres de cette culpabilité, c'est la meilleure situation, c'est de nature à rassurer leurs clients, leurs collaborateurs, les marchés financiers, leur gouvernement, le gouvernement suisse. Donc je pense que c'était la solution inévitable. Je n'ai pas le montant de l'amende, mais le tout, c'était la meilleure solution qu'on pouvait attendre pour le Crédit Suisse. Le montant de l'amende est extrêmement élevé. C'est intéressant de lire la façon dont c'est fixé. On trouve dans les documents qui ont été rendus publics le calcul par lequel on arrive à cette amende. Cette somme de 2,6 milliards, vous venez de le dire, je crois, Luc Thévenot, semble surmontable par la banque sans trop de peine? Quand on regarde son bilan, oui, je crois que c'est surmontable. Ça fait mal aux actionnaires bien sûr, mais c'est surmontable. On sait que de très gros clients de la banque, des fonds de pension en particulier, ont pour politique, ont pour règle ou dans leur statut l'interdiction de traiter avec un établissement reconnu coupable pénalement. Il y aura des retraits massifs, des risques de liquidité insuffisants pour Crédit Suisse. Ça peut arriver? Ça va arriver? Alors on verra d'abord quel est le nombre de ces clients qui doivent en tirer ses conséquences ou qui veulent tirer ses conséquences. Il y en aura. Il y en aura très certainement. Je ne suis pas sûr que ça va se traduire par un problème de liquidité, parce que ce sont généralement des fonds de pension ou des institutionnels qui ont leurs actifs en gestion auprès de Crédit Suisse. Retirer des actifs sous gestion, ça n'est pas encore priver la banque de liquidité, et je ne crois pas que l'on doive s'attendre à une crise de liquidité quelconque en ce qui concerne le Crédit Suisse. La Banque nationale suisse ne va pas devoir se mêler de tout ça, selon vous, Luc Thévenot? Non, clairement pas. À mes yeux, pas. À vos yeux, pas. En ce qui concerne les employés, là aussi, l'accord obtenu par Crédit Suisse ne couvre pas les employés qui continueront à risquer une éventuelle poursuite pénale. Est-ce que sur ce point-là, vous avez une réponse claire? Alors d'abord, l'accord avec... il faut dire que cet accord, c'est avec le département de la justice, oui. Avec le fisc américain, c'est aussi avec le département de New York qui supervise les services financiers et avec la Federal Reserve. Donc il y a 4 autorités qui sont impliquées dans cet accord et une partie de cet accord comprend le licenciement
des personnes qui sont déjà sous enquête. Il y en a 9 qui sont d'ailleurs nommées. Et puis une obligation de monitorer pour voir si éventuellement il y a d'autres personnes qui se sont rendues particulièrement coupables. Moi, je ne m'attends pas à ce qu'il y ait de nouvelles inculpations personnelles. Je crois que le gouvernement américain a obtenu ce qu'il souhaitait en obtenant la condamnation de Crédit Suisse à une amende dont la portée est très importante, dont le symbole est très fort. Et je doute qu'ils vont maintenant essayer de rechercher des collaborateurs, des membres de la direction, des membres du conseil d'administration, parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait quelque chose à en tirer, que le gouvernement américain en obtiendrait des avantages supplémentaires. Donc pas d'éventuelles poursuites pénales supplémentaires contre des employés de la banque, ça vous paraît a priori assez peu probable? Ça me paraît très peu probable, oui. Si je vous pose la question, est-ce que la banque est en danger, oui ou non, Luc Thévenot? Vous l'avez dit non sur le plan de l'amende, ce sera surmontable. Sur le plan de la réputation, sur le plan de l'image? Je crois que la banque n'est pas en danger. On a vu au cours des 5 dernières années un très grand nombre, en fait, pratiquement tous les grands établissements internationaux ont fait l'objet de sanctions très visibles, assez douloureuses, dont les montants peuvent parfois excéder de multiples, ce qu'a suivi le Crédit Suisse tout récemment. Bank of America, 9,6 milliards. M. Godiano le répétait. L'année dernière, 23 milliards dans plusieurs inculpations différentes pour JP Morgan et tous ces établissements ont survécu. Je crois que Crédit Suisse n'en sort pas glorieux, certainement, mais n'en sort pas affaibli par rapport à ses concurrents internationaux. Les gens, ou disons l'opinion publique, a de plus en plus l'impression que les États-Unis s'acharnent sur la Suisse. Est-ce que vous partagez cette impression, ce sentiment? Alors, non, mais il est vrai que les banques suisses sont en premier front pour ce qui est de la lutte contre la fraude fiscale au travers de l'argent déposé à l'étranger. Les tax havens, n'est-ce pas, les paradis fiscaux. Ça, c'est une lutte que les États-Unis et le Sénat américain et le gouvernement américain ont entamé il y a plusieurs années. Et il se trouve que les banques suisses étaient les plus gros acteurs dans le domaine de la gestion transfrontière. Et évidemment, ça les expose de façon tout particulière. Donc, pour ce type de comportement, c'est clair que UBS, Crédit Suisse, ce n'est pas une surprise. Il y en a 10 encore qui vont certainement devoir reconnaître culpabilité. En revanche, il faut voir que pour d'autres types d'infractions, et il y en a eu des très graves liées par exemple au financement des hypothécaires des ménages, liées à la violation des sanctions internationales contre des pays qui font l'objet de sanctions, ou encore de la lutte contre le blanchiment. Là, on a eu beaucoup d'autres banques qui ont eu des sanctions assez graves aussi. Il y a le too big to jail, le too big to fail. Alors Fabrice Godiano, vous avez bien différencié entre les deux. Le too big to fail, visiblement, le to jail, visiblement les États-Unis ont répondu non. Aucune banque n'est too big to jail. On a payé une amende du côté de Crédit Suisse. Les autres banques poursuivies par la justice américaine, Luc Thévenot, et qui ne peuvent pas forcément participer au programme américain, car toutes ne sont pas dites à risque systémique, elles vont devenir quoi? Elles n'ont pas les reins aussi solides que Crédit Suisse. Elles peuvent couler? Alors d'abord, too big to jail pour une banque ne signifie pas qu'on emprisonne la banque. On vient de voir, ça consiste à payer des restitutions, des amendes élevées, et qui sont d'ailleurs fixées selon un barème que l'on voit appliqué dans les documents qui ont été déposés. Si on applique cela aux autres banques, mais sans que moi je sache quelle est la situation particulière, disons, de Julius Baer ou de la Zürcher Kantonalbank, je pense qu'aujourd'hui, les avocats et les dirigeants de ces banques peuvent faire des calculs et peuvent se dire où est-ce que ça va les mettre probablement en termes de pénalité. Et je peux imaginer que pour certaines ce soit difficile. Je n'ai aucune information qui me permet de penser que parmi ces 10 banques, qu'il y en aurait une qui ne serait pas capable de faire face à la pénalité qui en résultera. La question est ouverte.